Dans notre rutilante Corolla des années 80, nous voici partis ce matin pour une boucle d'une 50aine de kilomètres afin de découvrir les 4 anciennes capitales birmanes. Et tout d'abord à Amarapura, avec, comme il se doit, la visite de la pagode royale qui, comme il se doit, est couverte d'or. Aujourd'hui dimanche, il semblerait que ce soit jour de première communion, ou tout du moins quelque chose de ce genre dans la religion bouddhiste. Recouverts de leurs plus beaux atours, les familles, les bras chargés d'offrandes, conduisent en cortège pour une bénédiction les jeunes filles sur des palanquins dorés, abritées sous des ombrelles tout aussi dorées. On notera que la couleur rose des tenues qui semble être la couleur requise pour ce genre de cérémonie se marie à la perfection avec le décorum environnant. À l'intérieur de la pagode, un Bouddha d'or de 4 mètres de haut, au visage lisse et brillant qui contraste avec le reste de son corps, boursouflé par les feuilles d'or, collées quotidiennement par les fidèles. Comme toujours en Birmanie, on accède à la pagode par de longs couloirs où se vendent des offrandes et où se fabriquent des objets pieux. Face à la pagode et tout au long de la rue qui traverse Amarapura, des dizaines d'échoppes où l'on sculpte avec beaucoup de talent, mais fort peu de précaution, de magnifiques statues de pierre. Toujours à Amarapura, mais dans un autre quartier, c'est toujours Bouddha qui sert de modèle pour les statues, mais cette fois pour les fondeurs de bronze. Nous quittons Amarapura que nous retrouvons en fin de soirée pour prendre la direction de Sagaing à une vingtaine de kilomètres. Ce village en bordure de route est spécialisé dans le traitement du bambou, bambou qui, une fois tressé,
sera le matériau unique pour bâtir une maison traditionnelle. Tout proche de l'Irrawaddy, un petit port où le transport du bois semble être l'activité principale, si ce n'est unique. Bien évidemment, chargement et déchargement se fait toujours à dos d'homme. Mais déjà sur les collines environnantes se profile toute une myriade de temples et de stupas. Nous arrivons à Sagaing. Mais il nous faut d'abord franchir le pont Yadanapon, le seul pont qui franchit l'Irrawaddy qui coule sur 2170 km des montagnes himalayennes à l'océan Indien. Au pied des collines, nous commençons par la pagode de Gaon Mudav avec sa forme hémisphérique. Les Birmans la comparent à un sein de femme. C'est le roi Talum qui la fit construire en 1636. Elle mesure 46 mètres de haut pour une circonférence de 274 mètres. 812 piliers soutiennent l'édifice, séparés chacun par une statue d'Apsara. Mais les beautés de Sagaing se situent au sommet des collines que l'on atteint par une route tortueuse flanquée de longs murs blancs. À mi-pente, notre chauffeur nous dépose devant un monastère très photogénique. Caché dans une galerie incurvée, un alignement de Bouddhas plus rutilants les uns que les autres. Les yeux mi-clos, la position des mains représentant la sagesse, tous ces Bouddhas nous incitent à la méditation. Hélas, notre emploi du temps chargé nous oblige à aller plus haut, toujours plus haut, encore plus haut. Construite en 1312 au sommet de la plus haute colline, la pagode Uponia est sans doute la plus visitée de Sagaing. Haut lieu de dévotion pour les Birmans, elle reçoit chaque jour plusieurs centaines de fidèles qui viennent ici en famille pour prier et déposer des offrandes. Mais c'est aussi d'ici que l'on a le plus beau panorama sur les 30 collines alentours et l'avalanche de monuments qui les constellent. Plus de 600 pagodes s'étalent comme une véritable forêt.
La ville de Sagaing que nous quittons fut capitale de la Birmanie de 1315 à 1364, date à laquelle Ava, où nous allons, lui ravit ce titre. Pour visiter Ava, il nous faut prendre le bateau pour rejoindre l'autre rive d'un bras de l'Irrawaddy. C'est toute une armada de calèches tirées par de petits chevaux qui nous attend pour parcourir les chemins chaotiques de cette ancienne capitale. Ava garda son titre de capitale pendant 4 siècles. Elle était construite de nombreux palais de bois de teck qui, lors de sa déchéance, servirent à la construction du fameux pont d'Uben que nous verrons plus tard. Le monastère de Bagaya est le seul vestige encore existant de ces palais de teck. Sa magnifique structure de bois a été patinée avec du pétrole. Mieux vaut donc s'abstenir de fumer. Son intérieur très sombre lui confère une atmosphère empreinte de mystère et de spiritualité. Ce monastère sert aussi de salle de classe pour des enfants défavorisés, instruits par un vieux moine qui mène tout ce petit monde à la baguette. Dans un style qui rappelle l'art architectural khmer, les ruines d'un temple du XVIIIe siècle. La tour de l'horloge, elle doit son petit air penché à un tremblement de terre en 1838. Un dernier monastère pour terminer la visite d'Ava. Bâti en 1822, il est fait de briques et recouvert de stuc. On peut admirer ses escaliers monumentaux et sa balustrade sculptée. Il est généralement recommandé de le voir au soleil couchant. Nous étions en avance. Tout à côté du monastère, un bel exemple de vie rurale, avec ce village aux maisons typiques de bambous tressés ou de bois de teck badigeonnés au pétrole. Nous récupérons notre taxi pour un retour à Amarapura, pour ce qui sera le clou de la journée, le coucher de soleil sur le pont Uben. Nous voici donc à l'entrée du pont, et il semblerait que bien des gens ont eu la même idée que nous. Il faut dire que le pont d'Uben est l'un des sites touristiques les plus visités de Birmanie. On s'y presse de tout le pays et les touristes y viennent en grand nombre. Impossible de concevoir un voyage en Birmanie sans un passage par ce pont d'Uben. Construit en 1849, il enjambe le lac Taung Taman, mesure 1,2 km de long, ce qui fait de lui le pont de bois le plus long du monde.
Il tient son nom du maire qui l'a fait construire, on l'a dit, en 1849, avec les colonnes d'un palais abandonné de l'ancienne capitale Ava. Il se compose de 1086 poutres de teck et comporte 5 abris aujourd'hui investis par des marchands de souvenirs ou de petites gargotes qui vendent crabes et poissons frits. À l'heure où le soleil se couche, le lac se couvre de barques multicolores chargées de touristes venus s'imprégner de l'ambiance magique quand le soleil rougeoyant vient caresser les eaux tranquilles du lac et magnifier les contours du pont et des petits édifices environnants. Le soleil qui se couche derrière le pont du Ben, un moment majeur de notre voyage en Birmanie. Petit-déj sur la terrasse panoramique de notre hôtel. Nous sommes rassurés pour notre dernière journée à Mandalay. Le ciel est toujours au beau fixe. Ce matin, nous nous dirigeons vers Mingun, à une dizaine de kilomètres de Mandalay. Une dizaine de kilomètres, mais par le fleuve. Nous avions repris notre taxi de la veille, et il nous a fallu retraverser le seul pont de l'Irrawaddy, nous occasionnant un détour de 40 bornes. C'est donc après 1h30 de route, alors que 45 minutes nous auraient suffi en bateau, que nous retrouvons Mingun, une des villes mortes autour de Mandalay. La visite commence par la pagode de Shimbomel. C'est le roi Bajidung qui la fit bâtir en 1816 en souvenir de son épouse disparue. D'une blancheur éclatante, elle s'inspire de l'iconographie bouddhique qui rappelle le légendaire mont Meru avec ses 7 terrasses concentriques et ses 7 chaînes de montagnes qui l'entourent. Son haut stupa est cerné de petites niches où sont abrités des bouddhas sculptés. À Mingun, un service de taxi char à bœuf, très impressionnant, dessert la rue principale du village. Bien abrité sous ce bel édifice au toit en aile d'hirondelle, la plus grosse cloche du monde, celle de Moscou est enfêlée, en état de carillonner. Cette cloche, chère au cœur des Birmans, fondue en 1808, pèse 90 tonnes, a un diamètre de 5 mètres et une hauteur de 4. C'est le site principal de Mingun, on l'appelle la pagode inachevée. Elle aurait dû être la plus grande pagode du monde selon le roi Bodovpaya, qui ordonna sa construction en 1790. À sa mort en 1819, les caisses du royaume étant vides, son successeur stoppa les travaux de ce projet faramineux, ce qui fait de ce site aujourd'hui le tas de briques le plus cher au monde.
Ce projet devait d'ailleurs être maudit depuis le départ, puisqu'un tremblement de terre en 1839 lézarda les 4 faces de l'édifice. Des 150 mètres de haut que devait mesurer la pagode, seule sa base de 50 mètres est toujours debout. On accède à son sommet par un escalier pentu. Gravir cet escalier est un véritable chemin de croix, car comme dans tout édifice religieux bouddhiste, il faut se déchausser pour y pénétrer. Et entre midi et 15 heures, sous le soleil ardent, la brique maçonne devient vite brique réfractaire, faisant qu'il est quasiment impossible de poser les pieds au sol. Un enfer! Sinon, du haut de la terrasse, on peut admirer un très beau panorama avec une superbe vue sur l'Irrawaddy. On a renvoyé notre chauffeur nous attendre au débarcadère de Mandalay. Nous, on rentre par le fleuve. Certes un peu bruyant, mais le nez au vent, nous allons descendre l'Irrawaddy pendant près d'1 heure. Navigation tranquille nous permettant d'admirer le paysage et une activité toujours très dense sur le fleuve. Il était exact au rendez-vous et nous a ramenés à notre hôtel. Puis fin de journée en roue libre à travers les rues de notre quartier, aux activités d'hiver et parfois bizarres, comme ces coupeuses de noix d'arec, qui serviront à garnir des chics tellement appréciés en Birmanie. Une Myanmar beer ou deux, avec un bol de riz et quelques brochettes. Ah mais que voilà une journée bien remplie. Appareillage 6h15, cap au sud, destination Bagan. Nous allons descendre l'Irrawaddy sur plus de 190 km en direction de ce qu'il est convenu d'appeler le plus beau site architectural de la Birmanie. Après une petite heure de navigation, nous voici en vue de Sagaing et de ses monts et collines constellés de temples et de pagodes. Et même si la brume matinale n'est pas encore tout à fait levée, le panorama qui s'offre à nos yeux est des plus enchanteurs. Côté navigation, les eaux basses du fleuve obligent à une certaine vigilance. La vitesse réduite de notre bateau nous permet de profiter au maximum du décor somptueux que sont tous ces monuments éclatants de blancheur ou rutilants d'or. Sagaing s'éloigne, nous laissons derrière nous presque à regret ce panorama hors pair, franchissant les derniers signes de civilisation que sont les 2 ponts qui enjambent l'Irrawaddy, les seuls de ces 2170 km, faut-il le rappeler, pour un long voyage d'encore 10 heures, louvoyant entre les bancs de sable blanc, croisant bateaux de pêcheurs ou bateaux de croisière,
barges chargées de teck ou convois de bambous dérivant au fil de l'eau. Lové au creux d'un des nombreux méandres du fleuve, caché dans un bouquet d'arbres, quelques villages isolés, où la vie semble s'écouler bien paisiblement. Tout aussi paisible, un peu trop peut-être, notre croisière qui s'inue entre les rives du fleuve dans un paysage souvent désertique. Heureusement, la cambuse du bateau est assez bien approvisionnée, avec par exemple ce petit vin du pays, pas mauvais du tout. Le soleil descend sérieusement dans le ciel et le temps commence à nous paraître un peu long. Mais voici que se profilent, au sommet des falaises de sable, les premiers temples qui nous indiquent que Bagan est en vue et que nous mettrons bientôt pied à terre. Le temps de trouver un taxi et de nous acquitter de notre droit de péage pour entrer en ville, c'est à la nuit noire que nous arriverons à notre hôtel.